merci d'être venu. Pierre Barraud est parmi nous. À peine besoin de présenter Pierre Barraud, puisque je crois que tous, quasiment tous, il y a au moins une intruse. Il y en aura bientôt deux. Ouais, allez, il y a trois, quatre. Il y a quelques intrus, on va dire ça comme ça. C'est normal, c'est bien. Vous avez travaillé déjà sur les textes, et notamment sur Clonk et ses dysfonctionnements. Donc, Pierre Barraud nous fait l'immense amitié et l'immense honneur de venir aujourd'hui à l'université de Tours. Au nom, parce que c'est quand même officiel, au nom de monsieur le directeur de la faculté des lettres et langues, monsieur Chaume, qui ne peut pas être là, car il a une multitude de réunions. Bienvenue, cher Pierre, et donc bienvenue à tous et à toutes d'être là. Je rappelle un peu rapidement les circonstances dans lesquelles cette rencontre se fait. Elle se fait parce qu'il y a un groupe, deux groupes même, deux TD, d'étudiants d'échange, exchange students, que nous sommes très heureux d'avoir, qui ont travaillé. Alors, c'est pas eux qui ont choisi le texte, hein, c'est moi. Mais peut-être qu'ils vont peut-être faire des réclamations, je ne sais pas, on va voir. Qui ont travaillé sur Clonk et ses dysfonctionnements, qui travaillent sur Clonk et ses dysfonctionnements, car on n'a pas fini. Et à cette occasion-là, on a aussi mis en place une petite exposition à la BU. Si vous avez le temps, après la rencontre, on va aller, déjà je vais aller montrer l'exposition à Pierre qui n'a pas vu. Alors juste pour le dire rapidement, l'exposition qui se trouve à la BU, c'est juste un tout petit choix de texte de ce qu'on a traduit et surtout de ce que vous, tous, vous toutes, vous avez traduit dans d'autres langues que l'anglais. Donc il ne faut pas vous inquiéter si votre traduction n'apparaît pas, et la majorité des traductions n'apparaissent pas, si votre nom n'apparaît pas. Pendant les vacances de Pâques, je compte faire un petit livre comme ça, tout à fait informel, dans lequel il y aura tout. Là, vous allez voir, il manque des langues, il manque le basque, il manque l'arabe, il manque l'hébreu, c'est pas bien. Je suis pas content de ça, mais on avait très peu de place. Mais on va faire un petit livre qui sera un prolongement de l'exposition. Voilà, donc Pierre Barraud est parmi nous, il est l'auteur, il me le disait quand j'ai sorti les livres du sac, j'ai toute sa bibliographie dans la main. Alors j'ai pas le blog, il faudrait que j'ai le blog sur mon smartphone en même temps. Mais voilà, donc Tardigrade 2016, Clonk et ses dysfonctionnements qu'on ne présente plus 2018, et le tout dernier, l'aide à l'emploi 2019, qui vient juste de sortir. Je vous encourage à aller embêter votre libraire préféré ou à solliciter vos fournisseurs habituels de drogue pour récupérer un exemplaire de l'aide à l'emploi, dont on ne va pas forcément beaucoup parler aujourd'hui, il faut voir, mais notamment si à un moment donné vous cherchez un travail, voilà, c'est un livre, c'est un manuel. C'est un manuel qui permet de trouver un travail. Et comme on sait, il y a quand même beaucoup de chômage dans ce pays. Et j'en ai bien peur aussi du chômage dans la plupart des pays d'origine de nos étudiants d'échange. Voilà, c'est un manuel pour trouver du travail. Alors voilà, je ne sais pas comment on va procéder. Si toi tu veux dire 2-3 mots, si tu veux prendre des questions tout de suite. On peut poser des questions tout de suite. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Très touché de l'invitation de Guillaume Saint-Gall de l'université. J'ai suivi de loin vos travaux de traduction. Ça m'a beaucoup réjoui et d'ailleurs je me suis rendu compte que peut-être ce livre n'était pas très facile à traduire. Je ne sais pas, vous avez peut-être me confirmer. Il m'a semblé qu'il y avait quelques difficultés parfois peut-être. Voilà, je suis très heureux d'être là. Je ne sais pas comment commencer. Si vous avez des questions, si... Qu'est-ce que vous inspirez d'écrire à propos de cette histoire? Car je pense que les choses absurdes ou impressionnantes sont toujours inspirées de quelque chose dans la vie réelle. Alors, les inspirations, elles sont multiples. Alors, il y a des inspirations littéraires ou même cinématographiques qui sont en moi depuis très longtemps. Si vous connaissez le cinéma des Monty Python, par exemple, c'est des films qui m'ont accompagné dès l'enfance. Je pense que je devais avoir 8
Titan, quand j'ai vu le premier Monty Python de ma vie, c'était un sacré Graal. Ça a complètement changé, changé mon rapport au cinéma. Enfin, j'avais jamais vu autre chose de similaire avant. Et puis la littérature, ça a été pareil, les auteurs qui m'ont donné envie d'écrire. Il y a eu Lewis Carroll, il y a eu Henri Michaud aussi, je ne sais pas si vous connaissez, un poète belge qui n'appartient pas, vous parlez du surréalisme, il n'appartient pas au courant surréaliste, mais ça peut être lié aussi quand même quand on lit ce qu'il écrit. Donc il y a beaucoup d'auteurs comme ça, beaucoup de cinéastes qui jouaient énormément avec l'absurde, avec le réel aussi. Voilà. Donc je suis de toute façon entré dans l'écriture par ce type d'univers. Et donc après l'inspiration, on va dire plus liée à l'écriture de Clon qu'en elle-même, je crois que c'est plutôt lié aux sciences, principalement à la physique, notamment la physique quantique. J'avais en fait l'intention avec ce livre d'écrire une sorte de comédie quantique. Voilà, j'ai lu beaucoup de livres sur la physique quantique, beaucoup d'articles. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et puis et qui a vraiment conditionné complètement l'écriture de ce livre, parce que l'idée a été pour moi de transposer en fait des phénomènes physiques qui s'observent plutôt à l'échelle des particules, mais de les transposer à taille humaine dans un univers, oui, à notre échelle, en fait, dans une ville, donc la ville de Clonc. Et donc l'idée était quand même d'interroger notre perception du réel. Enfin, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la matière. Après, voilà, je sais que ça donne quelque chose de totalement surréaliste, mais c'était évidemment le but. Et je crois que la toute première inspiration, vraiment, là où j'ai décidé d'écrire Clonc, c'est par rapport à une expérience fictive qui s'appelle, qui est quand même connue, qui s'appelle le chat de Schrödinger, où bien sûr il n'a pas réellement utilisé un chat, c'est vraiment une expérience de pensée en fait. Il faut concevoir l'idée d'un chat enfermé dans une boîte avec un mécanisme qui est susceptible de tuer le chat. Et donc le résultat de l'expérience, c'est que tant que la boîte n'a pas été ouverte, tant qu'on ne sait pas si le chat est mort ou vivant, il est à la fois mort et vivant. C'est-à-dire dans deux états superposés. Et donc cette expérience a pour but d'illustrer la superposition des états à l'échelle quantique. Quand on dit d'une particule qu'elle peut être dans deux états superposés, ça ne nous pose aucun problème. Par contre, si on la transpose à une échelle humaine, enfin à l'échelle du chat par exemple, et qu'on traduit ça par le chat peut être dans deux états superposés, deux états contradictoires, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois mort et vivant, là tout à coup ça devient inentendable, impossible à se représenter. Et donc c'est vraiment de cette idée de transposition d'échelle en fait qu'est né le livre de Clonc, où j'ai essayé de faire en sorte que des phénomènes invisibles, microscopiques, se matérialisent à une échelle humaine et puis fassent univers, fassent un univers, et puis guident aussi l'écriture, la structure du texte aussi. Enfin, ça a été le point de départ. Mais non, mais c'est vrai que ça a été le point de départ. Donc tous les événements, tous les accidents, tous les dysfonctionnements qui font qu'une voiture est à la fois conduite sans chauffeur et conduite par un chauffeur en même temps, c'est un exemple de... Oui, c'était l'idée de voir en quoi des phénomènes aberrants qui sont complètement... qui sont avérés à l'échelle des particules, en quoi si on les transpose à l'échelle humaine, ça devient absurde, ça devient
difficile de se les représenter. Et puis, alors l'idée des dysfonctionnements, c'est que j'avais lu une théorie sur l'univers holographique qui m'avait beaucoup excité en fait. Comme quoi notre univers serait en fait un hologramme. Nous tous, nous serions des hologrammes. Et qu'en fait, toute la réalité, toute la matière de notre univers serait contenue dans un trou noir. Et que nous ne serions que la projection en 3 dimensions de cette réalité. Et donc ça, c'est une théorie qui n'est évidemment pas prouvée. Peut-être le sera-t-elle un jour, ce serait drôle. Ah non, mais ce serait drôle. Oui, oui. Et donc je me suis aussi inspiré de ça, et je me suis dit, qu'est-ce que serait un hologramme qui dysfonctionne? C'est-à-dire que lors de la transposition en 3 dimensions de la réalité, il y a des choses qui bug, il y a des choses qui ne marchent pas. Et ça a été un vrai terrain de jeu pour moi, c'est-à-dire d'imaginer cette ville dans laquelle la réalité dysfonctionne complètement. Et donc ça a fait le lien avec oui, il y avait la physique quantique et il y a eu la théorie de l'univers holographique. Ça, c'est arrivé au tout début de l'écriture. Et après, j'ai vraiment travaillé sur les dysfonctionnements au sens vraiment très large du terme. C'est-à-dire que les dysfonctionnements sont dans l'histoire en elle-même. L'intrigue dysfonctionne, la cohérence du récit dysfonctionne. Mais vous l'avez sans doute remarqué aussi, la syntaxe dysfonctionne. La grammaire dysfonctionne parfois aussi, la structure de l'histoire aussi, tout dysfonctionne. Ça, c'était très très amusant aussi, très intéressant pour moi que les dysfonctionnements de l'univers se manifestent directement dans l'écriture, dans les caractères imprimés sur le livre. Donc si vous avez eu du mal à traduire certains passages, c'est normal puisqu'ils dysfonctionnent même en français en réalité. On a passé beaucoup de temps à dire ça. Je disais, non, mais ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. C'était le problème un peu qu'il a pu y avoir. J'ai été obligé aussi de temps en temps de dire, vous ne comprenez pas cette phrase, mais en fait, elle ne fait pas sens non plus. Enfin, pour un auteur français, de langue française, vous m'avez entendu dire ça plein de fois, qui a lu le livre en français, malgré tout. Oui, ça l'a fait à beaucoup de lecteurs. Cela dit, quand tu dis la grammaire dysfonctionne, j'ai pas d'exemple. Si, il y a quelques erreurs. D'accord. Si. Bon, pour lundi prochain, vous trouvez toutes les erreurs de grammaire. Je pense qu'il y a 3 ou 4. Mais elles sont tellement. Je te retrouverai les Non, parce qu'une des raisons, quand même, pour ne pas faire totalement peur à tout le monde, la raison pour laquelle j'avais choisi le texte, c'est que d'un certain côté, il est assez facile à aborder, parce qu'il y a des chapitres très courts, il y a des structures syntaxiques très simples par moment, et le style est assez minimaliste. Ce qui était compliqué, c'était parfois les changements de temps, c'est vrai que ça en a parlé. Oui, le temps dysfonctionne aussi. C'est qu'évidemment, elle est à Clonc, on peut dire que c'est une ville, à Clonc, évidemment, le temps n'est pas le même qu'ici. Donc, j'ai aussi beaucoup joué sur les temps, passer du passé composé, du passé simple au présent de l'indicatif. Ça, c'était aussi une manière de montrer que le temps ne se manifeste pas comme on a l'habitude de l'entendre. Et l'espace aussi, d'ailleurs. Sur le temps, c'est vrai moi, je me suis rendu compte de quelque chose en travaillant avec les étudiants. C'était le fait qu'un truc tout bête que tous les Français savent et on ne fait plus attention à ça, qui est que dit, DIT, ça peut être du passé simple ou du présent. Et en fait, il y a des textes dans lesquels je dis aux étudiants, en fait, ça ne va pas, vous avez mis le passé, c'est pas possible, c'est le présent. Et je regardais, en fait, c'est vrai que le dit, c'est tout le temps, ça peut être du présent ou du passé. C'est formidable. Et en fait, voilà. Et en le lisant une fois, 2 fois, je ne l'avais pas vu, un peu limité aussi, faut pas... Mais néanmoins, en le traduisant, vraiment on s'en rend compte, on se dit, ah ben là, quel est le... Et d'ailleurs, le dit DIT m'a beaucoup amusé dans l'écriture de Clonc, parce qu'on ne peut pas savoir, puisque le temps dysfonctionne en permanence dans Clonc, le dit DIT, on ne peut pas savoir s'il est au présent ou au passé, et il est dans les deux à la fois. Moi j'ai été très normatif, j'ai dit quand il y avait du passé autour, on allait mettre un passé, quand il y avait du présent autour. Mais j'ai été trop fonctionnel, je pense, sans doute. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? En anglais, en tout cas, on n'a pas de solution, parce qu'on ne peut pas dire ça. Ou alors il faut inventer un nouveau verbe, il faut inventer une nouvelle
conjugaison, blending says and said. Il faut une nouvelle conjugaison. C'est ça, d'accord, ok, il faut. Non, mais c'est bien. Donc en fait, on va réécrire tous les dits en mettant 16 avec un T, c'est ça. On fait un prétérit présent. Et évidemment, tous les profs, il y a quand même des profs d'anglais dans la salle, vont évidemment nous regarder bizarrement. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un chapitre, le sens d'honneur, que quand c'est Douglas Adams, c'est un. Douglas Adams est un regard. Tu connais ça, Douglas Adams? Ah oui, Douglas Adams. C'est une coïncidence ou une autre source d'inspiration? Ah, alors je n'ai pas lu Douglas Adams. C'est The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. C'est ça. Non, il y a. Non, il y a. Oui, oui, oui. Alors, il y a même eu une série, je crois, une adaptation en série. Je ne l'ai jamais vu, on en a beaucoup parlé. Vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Et effectivement, j'ai lu des extraits depuis, et je pense que je devrais beaucoup aimer. Mais alors, c'est pas une source d'inspiration, parce que je le connaissais de nom, mais je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. Ça a l'air très très bien. Après, on a sans doute, lui et moi, sans doute des influences communes. Ce serait étonnant, parce que j'ai lu un peu les quatrièmes. Lewis Carroll, je pense qu'il y a un modèle. Ah ouais, Lewis Carroll, je pense, chez Douglas Adams. Oui, puis c'est vrai c'est un auteur de science-fiction, et Clan, quelque part, est un roman de science-fiction aussi, je pense. Donc, enfin, en tout cas, qui emprunte beaucoup au registre de la science-fiction. Mais oui, je comprends complètement le rapprochement. C'est le chapitre 33, c'est assassinat au début de détective holistique. Avec il y a un moine qui croit que tout le monde est rose. Ah oui? Ah d'accord. Et donc là, comme les taxis, la couleur, oui. c'est la couleur, c'est la couleur des taxis. D'accord. Il y a une coïncidence. Ah, ouais. Vous savez, Caroline et les autres, il y a les théoriciens de l'Oulipo ont défini une forme de plagiat qui s'appelle le plagiat par anticipation. Oui. Ça veut dire qu'en fait, dans ce cas, puisqu'il nous dit qu'il n'a jamais lu Douglas Adams, ça veut dire que Douglas Adams a plagié Pierre Barreau par anticipation. D'ailleurs, c'est rose, alors que là, c'est vert. C'est vert pomme. Vert pomme. Non, c'est couleur officielle des taxis. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, le personnage, quelque part, est daltonien en réalité. Oui, c'est ça. Après, il était difficile de parler de dysfonctionnement holographique sans aborder le sujet de la couleur. Parce que... Donc, chez Douglas Adams, c'est rose. Tout est rose. C'est ça. Ouais, là, tout est vert. Juste pour un mois. D'accord. Vous me redonnerez les références. Est-ce qu'il y a d'autres... On n'a pas parlé des univers parallèles, c'est vrai. Ouais. Et oui, la superposition des réalités. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vais juste faire tourner. Est-ce que ce livre-là, est-ce que c'est une critique de la société? Qu'on répète la même chose tous les jours et des choses comme ça? Je ne l'ai pas, je pense qu'on peut... Genre, les Modern Times, c'est ça, les temps modernes de Chaplin, c'est ça, c'est l'idée, la mécanisation, c'est ça, la répétition. Je pense qu'on peut bien sûr y lire une critique de la société moderne, mais très honnêtement, je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrit pour ça. En fait. Non. Mon nouveau livre est peut-être un peu plus lié à ça, mais non, pour faire quelque chose d'encore plus relatif et transformable en permanence. Mais après, il n'y a pas vraiment de. Je pense pas qu'il y ait vraiment de message politique dans le livre, mais on peut en voir, bien sûr. Mais moi, l'absurdité. Oui, on avait fait aussi des analogies avec certaines pièces de Ionesco, avec le déraillement du langage, la répétition, en fait, toute cette question-là aussi. Oui, mais alors ça, c'est oui, Ionesco, on va être vraiment dans l'absurde. Oui. Et moi, j'ai pas l'impression d'être dans l'absurde.
Parce que l'absurde va être... Poser la question, dans votre question, vous avez dit surréaliste et absurde, vous avez dit les deux. Oui, je pense que le livre est plus surréaliste qu'absurde. L'absurde, souvent, est ancré dans un univers assez réaliste et qui va juste pousser un peu certains détails pour qu'ils deviennent absurdes. Le Klong, j'ai l'impression que c'est au contraire un univers qui a une logique qui lui est propre et qui est difficilement comparable avec notre univers à nous. Donc je ne pense pas qu'il soit absurde, je pense qu'il est... c'est une autre réalité. Il est plus surréaliste qu'absurde. Une autre question, je crois. Oui, une autre question sur les noms des personnages. Comment est-ce que vous avez choisi les noms? Parce que certains sont plus français que les autres, mais les autres sont des autres origines. Il y a des noms qui sont français, d'autres qui ne sont pas français. La plupart des... Je pense que tous les personnages ont des noms qui sont des noms qui existent déjà, mais qui sont des villes, généralement. Ogrim est une ville en Irlande, Podostrog est une ville du Monténégro. En fait, je choisis souvent les noms pour leur sonorité et pour l'étrangeté que peut amener la sonorité de ces noms. Donc très souvent, quand je voyage, si je tombe sur un nom qui, au niveau de la sonorité, m'amuse ou m'intéresse, je le note. Alors, j'étais allé en voyage au Monténégro et je suis arrivé, j'ai vu un panneau Podostrog. J'ai trouvé le nom absolument formidable. Alors je l'ai noté et je voulais en faire un personnage. Ogrim donc est en Irlande. Donc et puis après, comme je voyage quand même assez peu, donc il y a quand même Google Maps qui est pas mal. Ça va beaucoup plus vite, on peut se promener partout dans le monde. Et dès que je vois un mot qui est une sonorité d'une ville qui me plaît, j'en fais un personnage. C'est vrai qu'avec un livre comme ça, je sais pas, c'était difficile d'appeler un personnage Guillaume, par exemple. Pourquoi Guillaume? Maintenant que tu m'as rencontré, oui. Oui, maintenant que tu m'as rencontré, tu vas dire oui. Maintenant, je pourrais mettre un Guillaume. Et alors, les noms des rues de Clank aussi. Comme c'est une ville à géométrie variable, comme c'est une ville qui est aucune ville et toutes les villes à la fois, c'est pareil, il y a des noms de rues qui sont français, d'autres qui sont russes, anglais. Je pense qu'il y a une rue qu'on doit trouver en Tanzanie probablement aussi. Enfin, il y a partout dans le monde. Et puis, ça c'est quand même une information parce ouais. qu'on s'était beaucoup. On en a parlé en fait avant la rencontre. Et je t'interromps par rapport à ça parce que c'est vrai qu'en cours, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui l'ont fait ou qui n'ont pas osé m'en parler, mais moi j'ai pas eu la curiosité minimale de googler les noms, de me dire tiens, ils existent tous. En fait, c'est tous des noms qui existent. En fait. Oui. C'est tous des noms qui correspondent à des toponymes. Et puis international, en fait, c'est l'idée de créer quelque part un espace non localisable qu'on ne peut pas. Parce que il y a un critique dans Ouest France, je crois, qui a dit que l'histoire se passait en Europe de l'Est. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand on dise que ça se passe en Europe de l'Est, parce que pour moi, c'est impossible de situer l'histoire. Et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de noms d'Europe de l'Est, parce que les sonorités... Est-ce que tu as une idée de... Enfin, moi j'ai une petite idée pourquoi il a pu s'imaginer ça. Mais... il y a aussi tout un patrimoine littéraire, je pense, de l'absurde. Non, je me demande s'il n'y a pas aussi tout le côté guerre froide, chambre d'hôtel un peu minable, etc. Oui. Je me demande s'il n'y a pas ça, des espèces de représentations des années 60-70, oui, d'espionnage, quelque chose un peu. Comme on imagine, tu vois, Berlin-Est dans les années 70. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Parce oui, mais puis en plus, ils se poursuivent les uns les autres, et puis il y a des espèces de... Oui, il y a une histoire d'espionnage de toute façon. Il y a l'espionnage, il y a les trucs un peu dictatoriaux, il y a Logstor, qui est quand même une sorte de chef de la Stasi, un peu, tu vois. Ah oui, bien sûr.
C'est pas une lecture que j'avais faite du tout, moi, mais c'est un roman d'espionnage, bien sûr. C'est une enquête policière aussi. C'est un roman de science-fiction. Et tu lis des romans d'espionnage, beaucoup, toi? J'en ai lu un. D'accord. C'est bien. Oui, j'en ai lu un. J'avais lu L'espion qui venait du froid de John le Carré. Si vous avez lu un seul roman d'un seul genre, vous pouvez vous pouvez écrire, vous pouvez y aller. Et c'est vrai, non, j'ai vu des films aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'influences cinématographiques. Après, j'ai lu plus de romans de science-fiction que d'espionnage. Et pourtant, c'est pas du tout un roman de science-fiction. Non. Classique. Non, ça, ce n'est pas classique du tout, c'est sûr. Mais ça, c'était aussi l'idée du livre, le dysfonctionnement du récit, le dysfonctionnement du roman, du genre. Très second degré. C'est pas du tout un livre à lire au premier degré, même formellement d'ailleurs. Vous montrez l'exemple d'une personne qui peut avoir plusieurs faces, il y a un significat, c'est ça Oui, il y a un sens, mais qui est... Oui, alors c'était pareil, c'était avec l'idée de l'univers holographique, puisque nous sommes tous des hologrammes. On va considérer qu'on est des hologrammes. Et s'il y a un dysfonctionnement, deux hologrammes peuvent tout à fait se retrouver à n'en faire plus qu'un seul. Et après, il y a aussi peut-être une dimension un peu métaphysique derrière. C'est une façon peut-être de dire que nous sommes finalement peut-être les différents avatars d'une même idée, d'une même chose, et que la séparation est tout à fait relative. Donc il y a deux personnages. Vous faites allusion au chapitre où Ogrim suit une femme dans la rue pendant que Podostrog monte chez elle, et on se rend compte à la fin du chapitre que les deux personnages n'en font qu'un, ça crée une boucle. Et puis il y a aussi un chapitre où Ogrim et Podostrog deviennent une seule personne, et même se mélangent d'ailleurs, puisqu'ils deviennent un moment Ostrog et Podogrim. Donc ça, c'était amusant aussi de jouer sur les syllabes, sur mélanger les deux noms comme ça. Mais non, c'est un dysfonctionnement de plus, mais qui crée peut-être aussi qui suscite peut-être un certain recul, un certain détachement du lecteur vis-à-vis des personnages. On a souvent besoin de s'identifier aux personnages, à partir du moment où on n'est plus tout à fait sûr qu'ils existent réellement, même dans le roman, ça rend l'identification un petit peu difficile, ça m'intéresse aussi de jouer avec ça. C'est pas Coq-Tire-le-Mans, si c'est pas ça. Coq-Tire-le-Mans. Oui, c'est Coq-Tire-le-Mans, c'est ça. Oui, ça Coq-Tire-le-Mans, c'était compliqué ça. Ah oui. À traduire, du coup, ça parce qu'on savait pas trop ce qu'on devait faire, quoi. Parce que c'est du singulier, mais c'est un nom double, donc c'est pas un personnage central. Jessica, pardon. Oui. Est-ce que les personnages sont conscients de ces dysfonctionnements? Parce que, par exemple, il y a l'épisode... Non, je ne peux pas parler sur ce point. Non, mais c'est intéressant comme question. Ils sont conscients de ces dysfonctionnements. Je pense qu'ils sont plus ou moins conscients de ces dysfonctionnements. Je ne suis pas sûr qu'ils soient conscients qu'on puisse faire autrement, en fait. J'ai l'impression que certains dysfonctionnements les embêtent un tout petit peu, mais ils ont quand même une réaction, la plupart des personnages, vis-à-vis de ces dysfonctionnements. D'un côté, ça les embête, mais d'un autre côté, ils sont quand même... ils ont l'air de se laisser faire, c'est assez... Les réactions sont vraiment pas excessives vis-à-vis de ce qui se passe. Il sera en droit de manifester avec beaucoup plus de force. Et en même temps, comme l'univers entier fonctionne comme ça... Il y a quand même
on comprend quand même de manière implicite qu'il y a une sorte de cellule de signalement de dysfonctionnement. Voilà, il y a Alors, la une voiture association. passe sans conducteur, je reprends toujours cet exemple parce que c'est le premier texte qu'on a traduit en fait. La voiture passe sans conducteur, sans doute, c'était ça non, je ne sais plus, sans doute le dysfonctionnement a-t-il été signalé car 5 minutes plus tard la voiture repasse Avec un conducteur. Je Oui, sais pas. il y a une cellule, il y a déjà Logstor, tu en as parlé tout à l'heure, il y a Logstor qui s'occupe de ça, qui est une sorte d'intelligence artificielle qui régit la ville. Et puis il y a aussi, mais qui dysfonctionne lui-même d'ailleurs. Et il y a aussi une association contre le dysfonctionnement, qui dysfonctionne elle-même d'ailleurs aussi. Il y a des membres qu'elle ne connaît pas. Voilà, c'est ça, on ne sait pas s'ils sont deux ou si c'est une seule personne. Donc voilà, les personnages ont quand même l'air d'essayer de lutter, mais vaguement, très mollement contre les dysfonctionnements. Mais ils ont l'air assez résignés quand même, je pense. Je peux te demander de lire le chapitre 109 à ce propos. Non, c'est Ah oui? Non, je sais pas, ça par rapport à ce qu'on vient de dire sur la conscience du dysfonctionnement. C'est quel chapitre? Le 109. Oui, et donc dans le chapitre 109, il y a effectivement, on comprend effectivement que les dysfonctionnements sont quotidiens et que tout le monde les connaît. Verstorp avait à peine composté son billet lorsqu'il s'avisa que le reste des passagers se composait en fait de créatures vertes et velues, chacune pourvue de 6 énormes pattes aux puissantes griffes acérées. Il prit peur et faillit redescendre, mais aussitôt le conducteur le rassura. « C'est peut-être à cause des lumières, lui dit-il. Enfin, ce n'est rien, probablement quelque chose de détraqué, ça le fait souvent. Ces gens sont en réalité comme vous et moi. Et vous ne vous êtes pas regardé, pardon. Vous ne vous êtes pas regardé. » Et donc effectivement, c'est dysfonctionnement dans le bus, le conducteur a l'air tout à fait habitué. C'est les lumières qui les transforment en créatures vertes et velues. Oui, mais alors ça c'est l'hypothèse, c'est l'explication du conducteur, oui. C'est probablement pas la bonne. Ce qu'on comprend, c'est que voilà, c'est Perstorp, c'est ça, je sais plus. Perstorp. On comprend que Perstorp lui-même, en fait, il ressemble à rien. Il ressemble à quelque chose qui fait peur aussi, qui n'est pas normal non plus. Donc finalement, quand on le lit, on a l'impression qu'ils sont tous conscients que jamais rien n'est normal. En fait. Oui. De ce point de vue-là, je crois qu'ils sont enfin. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'Ogrim et Podostrog, qui viennent pourtant apparemment de l'extérieur, sont quand même assez peu surpris par ce qui se manifeste autour d'eux. Donc on peut même supposer que en dehors de Clank, c'est pas mieux en fait, pas différent. Ou alors, moi j'ai vu une autre hypothèse qui était en termes de science-fiction. C'est à cause du passage qu'on a traduit aussi, vous savez, avec la lampe de chevet, il dévisse la lampe de chevet, il porte et alors je sais jamais lequel c'est, Ogrim ou Podostrog, Ogrim, et Podostrog lui dit mais pourquoi tu as fait ça quoi. Donc il y a une autre hypothèse qui est qu'une fois qu'on entre à Clonk, il y a une espèce de gaz qui transforme tout le monde, ils font des trucs qui ne sont pas normaux, et sans savoir pourquoi ils les font. Sans s'en rendre compte même, quasiment. Oui, la question je ne voulais pas te faire peur, excuse-moi si je t'ai effrayé. Excuse-moi si je t'ai fait peur. Mais ce qui est aussi, je trouve, un peu déplacé de la part de Podostrog, c'est qu'il reprend Ogrim sur la lampe alors que lui-même fait des choses très bizarres aussi de son côté. C'est au tout début, ils viennent pas irréprochable. Ils viennent d'arriver. Oui, ils viennent d'arriver. Oui, pardon. Oui, dans l'univers de Clank, j'ai l'impression qu'il se passe des choses vraiment méchantes aussi de temps en temps. Par exemple, dans l'une des chapitres, il y a une grande mouche qui mange les têtes des enfants, par exemple. Et je juste voulais savoir si vous avez une idée avec ça. Une idée. Des choses méchantes. Pourquoi il y a des choses assez violentes? Oui, c'est violent, c'est vrai. On a traduit ça lundi, ils sont encore sous le là, oui, il y a une mouche géante qui mange les têtes, c'est vrai. C'est vraiment un hologramme qui fonctionne sévèrement, mais ça ressemble au monde. Finalement, il y a peut-être une critique du monde. Enfin, la violence et moi je trouve ça drôle, une mouche qui mange les têtes. Il y a de l'humour noir dans le livre. Oui, c'est l'humour noir aussi. Après,
Après, je trouve pas ça bien qu'une mouche mange les têtes, mais... Oui, c'est Estergome qui raconte ça, je crois. Oui, c'est ça, c'est le souvenir d'enfance. Non, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que la vraie méchanceté, parce que vous avez parlé de méchanceté, la vraie méchanceté, c'est qu'en fait, le narrateur, qui est Estergome à ce moment-là, il raconte que quand il était petit et qu'il avait un camarade qui se conduisait pas bien à l'école, il s'amusait à aller l'amener, à le jeter dans le pourrissoir pour trouver la mouche. Donc la vraie méchanceté, est-ce que c'est celle de la mouche ou est-ce que c'est celle du petit enfant? Oui, voilà. Oui, mais ce qui est petite vengeance. Petite vengeance, c'est des camarades qui l'embêtaient. Oui. Non, mais après. Écoutez, le réalisateur, c'est des enfants mal élevés. Voilà, c'est ça. Estergome, la mouche, elle débarrasse du coup des enfants mal élevés. Je pense que Estergome est un passif-agressif, je pense. Oui. Je le vois vraiment comme ça. C'est un futur dictateur aussi. Oui, futur dictateur moralisateur aussi. Oui, il a été un peu martyrisé à l'école, voilà. Voilà ce que ça donne. Après, la mouche, c'est très lié à l'enfance. Chez moi, je peux faire une petite parenthèse vraiment liée à mon enfance traumatisante. Un jour, dans le jardin de mes parents, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans. Je jouais, il y avait des herbes assez hautes, je jouais dedans avec un bâton et puis je suis tombé sur un animal. Je pense que c'était une souris ou un rat ou un mulot, mais je l'ai associé dans mon enfance avec une mouche. Je ne sais pas pourquoi, dans mon souvenir, c'était une mouche de la taille d'un rat. Alors que c'était évidemment pas une mouche de la taille d'un rat. Ça, c'est dans le texte. Oui, mais ça, c'est très autobiographique. Et je me souviens très bien que ma mère a ouvert la fenêtre du salon. Parce que j'ai appelé, en fait, j'ai crié, j'étais un peu paniqué. Et alors, j'ai dit à maman, il y a une bête, et elle m'a dit, rentre tout de suite à la maison, elle va te manger la tête. et dans mes souvenirs, c'était une mouche énorme. C'est rigolo, c'est pas rigolo. Enfin, non, ça me traumatise. Non, mais en chérie, ça a été ta catharsis à toi, ça a été écrit dans le texte avec l'humour noir. D'ailleurs, ma mère prétend qu'elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit que la boîte avait mangé la tête, parce que c'est très bien qu'elle l'a dit. Parce que si elle ne l'avait pas dit, ça ne m'aurait pas traumatisé pendant 15 ans. Elle n'est pas inventée. Bon, non. On va refermer la parenthèse psychanalytique. Tu régleras tout ça avec ta mère. Mais en revanche, c'est amusant parce que, non, parce que lundi dernier, quand on a parlé de ce passage-là, je me demandais, moi c'est amusant que tu le lis à quelque chose qui est un vrai épisode vraiment traumatisant de ton enfance, parce que moi je le reliais à un certain nombre d'éléments des contes, les éléments terrifiants dans les contes, le pourrissoir, les lieux sombres aux confins du village, les créatures, les ogres, enfin, le petit poussé, c'est amusant que ça vienne de. Enfin, amusant quoi, mais intéressant que ça vienne même d'un épisode autobiographique. Alors, le pourrissoir ne vient pas de l'enfance, mais le reste, oui. Et je m'étais demandé, parce que moi je dois avouer que la mouche qui mange, enfin la mouche gigantesque, etc., je pensais un peu à Cronenberg aussi. Ah oui. Est-ce que ça vient pas à la mouche de Cronenberg? Oui, et pour le coup, est-ce que ça pourrait pas aussi expliquer la critique qui plaçait Clonc en Europe de l'Est, qui est souvent très associée aux contes morbides, noirs, macabres, etc. Parce que c'était peut-être un gris, c'est quand même l'Europe de l'Est, même si elle est très occidentalisée. Non, mais oui, c'est possible. Oui, tous les contes qui se finissent mal, où les enfants ont plus de neuf, souvent ils se font dévorer. Le texte se termine par ça, d'ailleurs, on avait eu du mal à le traduire, ce qui était bien fait. Là, l'enfant, ils se font du mal à l'école, il y a une grosse mouche qui lui mange la tête, ce qui était bien fait. Et c'est exactement ça dans les contes. Dans les contes allemands et plus à l'aise, c'est vraiment ça, quoi. Il n'y a aucune espèce de rédemption. Les enfants se font décapités, amputés d'un bras, etc. Et on dit juste aux enfants, mais c'est bien, il ne faut pas faire comme eux. Max Moritz, par exemple. Max Moritz de Wilhelm Busch. C'était très mal. Oui, c'est bien fait. Et c'est bien fait. C'est toujours. Il brûle. Cette espèce de violence-là. Enfin, cette violence-là qui est une violence symbolique. Oui, il y a de la violence, c'est sûr. D'humour noir, mais il y a de la violence partout. Dans les contes pour enfants, il y a énormément de violence.
est-ce que quand même Clonc ne peut pas être, c'est peut-être parce que je viens de lire l'aide à l'emploi, mais est-ce que Clonc n'est pas, en tant que texte qui vient avant l'aide à l'emploi, une sorte de quand même éventuellement lisible comme une sorte de fiction anti-libérale, anti-patronale, plus que anti-libérale. Parce qu'il y a quand même beaucoup, toutes ces figures quand même de shérif, de directeur, sont quand même très négatives. Oui, bien sûr. Oui, bon, après, c'est pas, je pense que je le fais même malgré moi, je n'ai même pas besoin de le faire exprès. Je pense que c'est forcément un petit peu anti-libéral. Mais c'est pas le but premier du livre, mais oui, ça doit. Je pense que ça doit surgir un peu. Ce serait étonnant que ça doit surgir. Et tu as écrit l'aide à l'emploi totalement après avoir fini le cours? Oui. Non, l'aide à l'emploi. Non, j'ai commencé l'aide à l'emploi pendant Clonc. Oui. Le début de l'aide à l'emploi a été écrit pendant que je terminais l'écriture de Clonc. Mais après, le plus gros de l'aide à l'emploi, c'est écrit après, alors que Clonc était déjà apparu. D'ailleurs, c'est un livre dont les univers sont assez similaires, d'ailleurs, je trouve. Oui. Notamment sur l'espace, le temps, la réalité, les réalités qui se superposent sans s'annuler. La vie oppressive. La vie oppressive. Il y a une vision de la vie qui est très très oppressive. Oui. Dans l'aide à l'emploi, encore plus, je pense. En fait. Oui, ça ressemble à un cauchemar, mais qui est très drôle quand même. Oui. Alors, je te pose la question que tout le monde doit te poser. On en a parlé, certains étudiants l'ont évoqué en cours, même si là ils n'osent pas le dire, mais ce qui va bien. D'accord, on peut poser toutes les questions que vous voulez. Mais Kafka, oui, tu sais le. Je l'ai lu, je l'ai aimé, mais. T'as pas l'impression d'être. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense pas à lui. Pas souvent. Mais. Non, mais si, Kafka, je l'ai lu à une époque, j'avais beaucoup aimé le château. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une de mes influences principales, vraiment. Même si je trouve ça très bien. Oui, Maria. Vous savez que la représentation de la réalité, c'est à travers ces hologrammes. Oui, les hologrammes. Les hologrammes, oui, mais est-ce que c'est une réalité qui n'est pas du tout humaine, ou il y a des éléments humains? Parce que moi, quand je le lis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de caractéristiques humaines, pas du tout. Et donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une réalité, mais qui n'a rien à faire avec nous, en fait. C'est juste, ce que je veux dire, c'est justement une réalité inventée ou qui n'existe pas, ou il y a des liens avec la réalité réelle et ce type de réalité. Donc c'est des personnages qui ne représentent pas les êtres humains en fait. Non, c'est ça. D'accord. J'ai l'impression que c'est des robots, des créatures qui ne sont pas des créatures humaines. Il y a des corps. Parce que, comme elle a dit, il n'y a pas d'émotions. Oui. Je ne les ai pas vraiment imaginés comme des humains, effectivement. En fait, je pense qu'il y a un chapitre où on comprend que Perstorp ressemble plutôt à un monstre, à une créature bizarre. Et sinon, il y a parfois des indices sur l'apparence des personnages, mais c'est une apparence qui est assez changeante aussi, assez... je pense qu'en fait, ils sont presque abstraits. En fait. Je les ai conçus un peu comme des identités un peu abstraites. Et donc, non, effectivement, mais je me suis posé plusieurs fois la question pendant l'écriture de livre, est-ce que ce sont des humains ou non? Et je ne suis pas sûr d'avoir tranché. Mais ouais, c'est étonnant, c'est la première fois qu'on en parle.
Je crois pas qu'il soit tout à fait humain, effectivement. C'est une super bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Mais cela dit, enfin, tu parlais des films d'espionnage, des films de science-fiction. Il y a des films qui croisent les deux genres, et dans lesquels justement il y a des réplicantes, et où justement on ne distingue pas tout le sujet vient du fait qu'on ne distingue pas les humains des non-humains. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont parfois plus un côté intelligence artificielle que l'humain. Lockstar par exemple n'est pas un être humain, ça c'est sûr. S'il y avait. Vous aviez une question, je crois? Oui, je voulais juste demander, c'est quoi qui vous a donné l'idée de mettre des images dans un roman? Ça, c'était l'idée d'une espèce de roman d'espionnage enquête. Donc, comme les deux agents sont sur le terrain, ils interrogent les gens et ils font aussi des croquis. Ça s'est un peu imposé. Donc, le personnage de Podostrog s'est mis à dessiner comme ça. Je pouvais rien faire pour l'empêcher de dessiner parce que c'est vrai qu'on est en observation, on observe, on analyse. Donc je crois que le croquis est venu comme ça. Et donc tous les moments où il devait dessiner, il a fallu des dessins. Enfin, j'ai eu envie qu'il y ait des dessins et que le dysfonctionnement aussi ressurgisse dans le dessin. Je pense que les dessins ne sont pas indispensables, mais qu'ils ajoutent quelque chose, j'espère, au dysfonctionnement du livre. C'est une formicargo du... Oui, le formicargo. L'escargot en formique. L'escargot de table de formique. Alors ça, c'est un souvenir d'enfance aussi. Non. Tu avais essayé de mélanger, tu avais essayé de fusionner, parce que ça aussi, c'est la mouche de Cronenberg. Ouais. Mais le côté fusion, le télépode et fusion. Vous avez qui a vu la mouche de Cronenberg, The Fly? Ouais, mais toi évidemment t'as vu la mouche. Toi tu joues pas, t'as pas le droit. Il y a The Fly, by David Cronenberg. Ouais, mais en fait, il y a plein de choses comme ça. Il y a plusieurs petites choses. Ça ne m'avait pas du tout frappé, c'est que j'y ai pensé. Après, j'ai vu le formicargo, alors évidemment, de manière beaucoup plus apaisée. C'est un moins de le faire. C'est moins terrifiant. Oui, il fait moins peur. Surtout, il fait presque rire. Oui, il fait. Allez-y. Ah oui, une question. Allez-y. Ah oui, est-ce qu'une personne hors du clan peut habiter à clan permanemment? De manière permanente? Oui, sans avoir de dysfonction. Ah, est-ce que quelqu'un qui n'est pas de Clonk peut habiter à Clonk? Sans se mettre à dysfonctionner aussi? Oui. Il y a possibilité de n'avoir pas. Je pense que c'est pas possible. En fait, on n'arrive pas à savoir si les habitants de Clonk sont vraiment tous originaires de Clonk. Non, d'ailleurs, en fait, oui. C'est pas. Et même Ogrim et Podostrog, de toute façon, on pense qu'ils viennent de l'extérieur, mais il y a un passage où on explique qu'ils viennent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. Et Ogrim et Podostrog, qui sont avec Perstorp les trois seuls personnages qui pourraient éventuellement venir de l'extérieur, dysfonctionnent aussi au bout d'un moment, plus ou moins rapidement. Je pense que quand on est à Clonk, on est obligé de dysfonctionner. Sinon, c'est très mal vu. Et ça, c'est aussi un parallèle. Enfin, là, pour le coup, ça se retrouve d'une autre manière dans Alice. Dès qu'elle tombe dans le terrier, tout dysfonctionne aussi. Enfin, c'est pas du tout pareil. Ça ne prend pas la même forme, mais il y a ce côté, cette évidence qu'on est passé de l'autre côté. Voilà, que de l'autre côté, ça se passe forcément différemment. Dès qu'on est de l'autre côté, on change. Et voilà, les règles de la physique changent. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas de raison que les corps étrangers à cet univers, une fois que les humains ne subissent pas les conséquences, ce serait pas normal. Mais donc, pourquoi les habitants de Clonk ne voyagent pas Pourquoi ils ne voyagent pas? Pourquoi ils ne déménagent pas? Ils déménagent ou ils voyagent? Ils ne vont pas dans un autre pays. Pour échapper au dysfonctionnement, vous voulez dire?
Je crois qu'on ne peut pas sortir de ça. Fonctionnement, pourquoi il ne l'évite pas? Je pense que peut-être déjà, probablement ce n'est pas mieux à côté. Après, il est tout à fait possible qu'on ne puisse pas sortir de Clonk non plus. Je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs. Je pense qu'en fait la matière qui entre dans Clonk ne peut jamais en sortir. Elle se transforme en permanence. Et puis quelque part, les habitants de Clonk, est-ce qu'ils ont conscience que les choses peuvent être différentes? Je suis pas sûr. Mais en fait, je pense que de toute façon, toute la matière qui est dans Clonk est contenue dans Clonk. Est-ce qu'on peut imaginer une suite de Clonk Oui, dans lesquelles ils sortent de Clonk? Où ces gens-là arrivent à Nantes, ou à Tours, où soudainement, oui, toute la réalité de Clonk et où ils trouvent notre monde complètement farfelu finalement. Oui, c'est possible. Non, mais ça, vous prenez Erstap ou Cog Tire le Mont, vous les mettez à Tours, tout est. Oui, ça va leur sembler bizarre. Peut-être comme dans un film de Louis Buñuel, personne ne veut sortir du Clonk. C'est l'ingénieur, je ne sais pas le titre en français. C'est quoi en espagnol? Un film de Buñuel? Oui, en anglais. Exterminating Angel. Ah, les anges exterminateurs. Ah oui, c'est l'ange exterminateur. Je ne l'ai pas vu. Les anges exterminateurs. Je ne l'ai pas vu. Je me souviens plus. Je crois que je l'ai vu. Ils sont enfermés dans une pièce, c'est ça, hein? Oui, mais personne ne veut sortir. Oui, personne ne veut sortir. En même temps, elle veut sortir. D'accord. Oui. Mais c'est un double blanc. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas ou ils n'arrivent pas, on ne sait pas en fait, c'est ça. Oui, c'est pareil. Mais la question qu'a posée votre camarade, elle rejoint sa question sur le bonheur. C'est que moi, en lisant le texte, moi, j'ai pas l'impression que c'est des gens qui sont malheureux. Ils sont très bien en fait, finalement, là où ils sont. Donc pourquoi ils voudraient partir? C'est peut-être nous qui projetons, qui disons, oh là là, moi j'aimerais pas vivre. C'est peut-être nous qui projetez, qui disent, c'est plutôt ça. Mais je connais pas ce film, donc je me permets. Je suis pas sûr de l'avoir vu. Merci. Notre liste de lecture et de visionnage s'allonge, ce qui est normal. Oui. Donc, vous avez dit que quelques chapitres, quelques récits dans l'histoire est inspiré dans votre vie réelle. C'est un peu autobiographique de temps en autre. Mais qu'est-ce qu'est l'inspiration pour les passages? Je pense que c'est vers le début du livre. Je pense que c'est chapitre 3, où il y a Podestan qui dit à une madame d'arrêter de faire du bruit. Et la dame lui frappe si violent. Ah, alors c'est... Oui, chapitre 3. Chapitre 3. Enfin, c'est très vrai. Les gens qui sont agressifs dans les transports en commun, c'est oui. Très souvent, on a vécu, mais pas au point de déformer une tête. En fait, je m'inspire beaucoup des transports en commun. J'aime beaucoup ça, les bus, les tramways, les métros. Si tu faisais tout en voiture, il n'y aurait pas de Clonk, on n'aurait jamais été. Ah bah oui. Pas sous cette forme-là. Oui, tu ne prends jamais la voiture. C'est très bien de prendre le transport en commun. On le sent, enfin, c'est présent dans le texte. Mais dans l'aide à l'emploi aussi, d'ailleurs. Dans l'aide à l'emploi, encore plus. Encore plus. Si vous aimez les histoires qui se passent dans des bus, il faut lire l'aide à l'emploi. Des bus un peu bizarres. Mais... Ah oui, des bus bizarres. Hein. C'est des bus de Pierre Barreau quand même. Hein. Mais c'est différent quand même, c'est très différent l'aide à l'emploi. Faut pas que je dise ça, parce que c'est différent de Clonk. C'est plus... Ça c'est un bon argument. Si vous n'avez pas aimé Clonk, vous pouvez quand même essayer. Vous pouvez quand même essayer l'aide à l'emploi. Et si vous avez adoré Clonk, vous pouvez quand même essayer. Ah oui, vous pouvez quand même. Mais je pense que l'aide à l'emploi est beaucoup plus accessible pour une lecture plus premier degré du texte, j'ai l'impression que Clonk, non, tu veux dire? J'aurais pas dit ça, mais bon. J'ai l'impression qu'on a envie de décrypter Clonk ou besoin, et que l'aide à l'emploi, on peut s'en passer et
et rentrer quand même dans le texte. La structure du texte est plus conceptuelle. Ah, tu prends les notices, je dirais, mais ça peut déconcerter. On va peut-être prendre une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on libère l'amphithéâtre avant 16h, si j'ai bien suivi. Non, allez-y. Deux dernières questions, on en a deux, donc on va prendre les deux, c'est pas grave. Est-ce que vous avez pensé écrire une suite? Oui. Continuer l'histoire de Clonk? Je ne veux pas continuer l'histoire, je veux recommencer autre chose. En fait, l'idée, ce serait d'écrire un nouveau Clonk, mais avec les mêmes mots que le premier. En fait. Je vais faire un recollage complet de toutes les phrases, tous les segments de phrases, tous les mots du premier texte. Et justement, en partant du principe que la réalité de Clonk est entièrement contenue dans ce livre, et que je vais la transformer, c'est-à-dire que je vais reprendre tout ce qui est déjà dedans pour faire quelque chose de différent. Donc je suis en train d'y travailler, mais c'est très long à faire. C'est très laborieux, puisque je prends, je recolle, c'est une sorte de puzzle, mais qui, à mon avis, donne encore plus de sens au premier livre. J'ai l'impression que je suis obligé de le faire, sinon c'est un peu trop facile presque. Et il y aura exactement le même nombre de mots et le même nombre de pages. Mais par contre, ce ne sera plus du tout la même histoire. C'est une réorganisation totale de la matière imprimée en fait, de ce livre-là, et donc de la matière de l'univers. Et même les rôles sont redistribués. Grimm et Podostrogue ne sont pas forcément les héros, les protagonistes de l'histoire. Ils auront peut-être un rôle très secondaire, ou ça deviendra peut-être même des rues. J'allais dire simplement rue au Grimm, rue Podostrogue. Voilà. Donc ce ne sera pas du tout une suite, ce sera une réorganisation totale, redistribution totale de la matière de. Mais ça ressemble à notre univers, hein, d'ailleurs. La matière est sans cesse redistribuée. Hein. La matière qui nous compose, elle ne nous appartient pas. Enfin. Ça ressemble aux conversations qu'on a dans les transports en commun. Oui, tout à fait. On utilise les mêmes mots, on les compose tous différemment. Oui, avant d'aborder ce que je voulais dire au départ, bon courage, parce que ce genre d'exercice, c'est super dur. D'ailleurs, on peut se poser la question, c'est voir si en fait on pourrait faire la même chose avec une traduction, ou s'il faudrait qu'on reprenne tout le boulot depuis le début. Bon courage Guillaume, hein, si jamais tu te lances là-dedans. On ne sait même pas si on va traduire Clonk en entier. Avec les étudiants, on a traduit une petite partie du continuum. Tu sais comme moi que quand tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est pas qui part. Ouais, non, c'est vrai. Et en fait, ce que je voulais dire, n'est en universitaire, pas une question, mais un ajout, notamment en matière de transsexualité, parce que pour le coup, j'avoue, je n'ai pas lu Clonk, pas encore. Là, ça va très clairement venir. Mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de penser d'abord à l'écume des jours. Oui. Parce que même s'il n'y a pas le côté un peu dystopique de Clonk, tout ce qui est superposition, hybridation, mélange, et l'aspect fabuleux, conte, etc. J'arrête pas de penser à Vian depuis tout à l'heure. Il était un peu physicien et pataphysicien. Oui. Alors plus, pas tellement l'écume des jours pour moi, mais L'arrache-cœur, qui est un texte que j'aime beaucoup, et L'automne à Pékin. L'automne à Pékin qui est un livre... Et quelqu'un m'a parlé de Troubles dans les Andins, que je n'ai jamais lu, qui apparemment ressemble beaucoup à Clonk dans l'histoire. Donc il faudra que je me lise. Uvian, ça a été une lecture de jeunesse pour moi qui est complètement... Et la dernière chose, c'est qu'en matière de SF, thriller, qui mêle aussi les réflexions de genre, de fonctionnement, de dysfonctionnement, je ne sais pas si vous avez lu Jasper Fforde. Jasper Fforde, c'est un auteur qui a un double F au début de son nom. Il est gallois. Je n'ai jamais lu, mais je sais à Il est très connu pour sa série des Thursday Next, qui en fait est une série dans laquelle la protagoniste fait partie d'une brigade d'intervention littéraire
chargé de faire en sorte que le roman se déroule comme prévu. Ah, c'est formidable ça. Et c'est génial. C'est très très bien. Enfin, je vous recommande parce que le niveau jeu sur la forme, jeu sur le genre, les relations entre personnages, entre le texte et le lecteur, etc. En plus, il y a des mondes parallèles, il y a du voyage dans le temps. Il est traduit, je crois. Il y a des clones, il est traduit, il est bien traduit. Il est bien traduit, d'accord. Parce que Oui, non, mais le nom. comme quoi, c'est des coïncidences, parce que ce matin, je suis passé. Vous savez, il y a une boîte aux livres où on peut déposer ses livres, prendre ses livres. Et il y a un livre en anglais de Jasper Fforde dans la boîte à livres. Ce matin, il y en avait un. Je ne sais pas qui c'est qui a posé ça. Mais... En tout cas, merci pour la référence, parce que oui, je vais le lire, forcément, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est très bon. Ça a l'air très bien. Il est gallois, tu dis? Ouais. Parce que c'est vrai que le nom d'écrivain reste en tête parce que ça commence par un double F. Voilà, trop l'habitude de voir. Bien, mais je pense que si on va remercier une dernière fois Pierre d'avoir pris le temps de répondre à vos questions. Et pour celles et ceux qui ont le temps, on va aller faire un petit tour. J'ai pompeusement baptisé ça vernissage, mais c'est en fait, il n'y a pas de vernissage. Alors, il n'y a pas de petit four et il n'y a rien à boire, je le signale tout de suite. Donc c'est juste pour les purs. Non, peu importe. Donc on va aller faire un petit tour parce qu'avant que Pierre reprenne le train, je voulais lui montrer quand même un petit peu. Et puis si vous voulez venir voir, si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à en parler. Il n'y a pas toutes les traductions, mais il y a quand même une demi-douzaine de langues différentes en plus de l'anglais qui sont représentées. Et comme je vous l'ai dit, on va faire un petit livre dans lequel il n'y aura pas du tout le texte français, il n'y aura que des juxtapositions de textes, des chapitres, dans toutes les langues que vous m'avez proposées. Et vraiment, j'insiste bien, si votre traduction, votre langue, etc. ne sont pas sur les panneaux, c'est parce qu'on était limité en temps, c'est pas parce que j'ai pas aimé. Déjà, en général, je ne pouvais pas lire ou comprendre ce que vous aviez écrit. Donc ça, ah oui, ça, il faut le préciser aussi. Si les étudiants ont traduit n'importe quoi, s'ils ont mis autre chose, s'ils en ont profité pour passer une petite annonce à caractère pornographique, moi, je n'ai aucune manière de le vérifier. Mais en tout cas, voilà, il y a des textes dont on me dit que c'est la traduction. Voilà. Ce que j'ai lu, j'ai fait des tests de retraduction en français. C'est vrai que tu as bien évidemment autre chose que oui, mais ça avait le sens. Ça ressemblait beaucoup. Je ne l'ai pas fait pour toutes les langues. Mais je crois qu'en tout, on a quand même une quinzaine de langues, donc je ne vais pas toutes les reciter parce que je vais oublier.